Quand on regarde ce qui se passe dans les airs, je ne pense pas que le camp ukrainien s'en sorte très bien, parce qu'il est pratiquement privé de défense aérienne. Il n'a quasiment plus d'intercepteurs patriotes PAC-3, ni de THAAD. Ils utilisent maintenant d'autres types de systèmes, certains d'origine allemande, d'autres d'origine française. Mais ils n'en ont pas beaucoup. J'ai du mal à comprendre comment on peut continuer à mener une guerre quand, au bout de 4 ans et demi, on en arrive à ne plus avoir de fait aucune défense aérienne sur sa capitale. Comment continuer à garder la tête hors de l'eau? Votre analyse est juste, mais vous avez manqué un point très important. La campagne aérienne russe contre Odessa et les autres ports de la mer Noire. Les Russes ont pratiquement fermé tous les ports ukrainiens sur la mer Noire, et l'Ukraine est désormais un pays enclavé. Or, compte tenu de toutes les marchandises agricoles et même industrielles qui transitaient par ces ports, et du fait qu'une grande partie de l'équipement militaire arrivait aussi par là, cela a un impact énorme sur l'économie ukrainienne. Il est très important de comprendre que l'Ukraine est en train d'être ravagée. Mettons de côté ce qui se passe sur le champ de bataille. C'est un pays qui est en train d'être ravagé. Elle a subi des centaines de milliers de morts et bien davantage de victimes encore. Ses villes sont détruites, son réseau de transport est détruit et elle est en train de devenir un pays enclavé. Cela a d'énormes conséquences économiques. Et ces conséquences économiques se feront sentir sur le champ de bataille. La seule chose qui maintient ce pays à flot, d'un point de vue économique et bien sûr aussi d'un point de vue militaire, c'est toute l'aide que l'Occident apporte à l'Ukraine pour qu'elle puisse continuer à servir de bélier contre la Russie. Mais au final, ce pays plus petit et plus faible, l'Ukraine, est dévasté. Ce qui arrive à l'Ukraine est tout simplement absolument horrible. Voilà, à un niveau général. Mais ensuite, si vous regardez ce qui se passe sur le champ de bataille, il y a tout simplement d'innombrables rapports qui disent, et ces rapports viennent davantage du côté ukrainien que du côté russe, que l'Ukraine n'a pas les effectifs nécessaires pour densément tenir la ligne de contact avancée. Il y a donc de grands trous ou de grandes brèches dans les lignes de front dont les Russes tirent parti. Et compte tenu du problème d'évitement de la conscription chez les Ukrainiens, ainsi que du problème des soldats qui quittent leur unité sans autorisation, ils ne trouveront aucun moyen de réunir les effectifs nécessaires pour combler les rangs sur le front et densément tenir la ligne de contact avancée. Ça n'arrivera pas. Et puis, il faut mettre cela en regard de ce que vous avez dit. Quand on regarde l'équilibre de l'artillerie, quand on regarde qui dispose de bombes planantes et qui n'en dispose pas, et ainsi de suite. Il est tout simplement difficile d'imaginer que les Ukrainiens puissent gagner cette guerre sur le champ de bataille. Et si l'on relie cela à ce que je disais sur ce qui arrive à l'Ukraine, à l'économie ukrainienne, puis à ce que font les Russes avec leur campagne aérienne contre le réseau de transport, on voit à quel point il est devenu difficile pour les Ukrainiens de déplacer des forces depuis l'arrière vers les lignes de front. On pourrait continuer encore et encore. Et puis regardez ce qui se passe concernant le soutien occidental à l'Ukraine. À ce stade, les États-Unis sont loin d'être aussi enthousiastes à l'idée d'aider les Ukrainiens qu'ils l'étaient à l'époque de Biden, et même au début de l'ère Trump. Nous ne fournissons plus le soutien que nous apportions auparavant. Nous n'avons pas les munitions, nous n'avons pas les patriotes, comme vous venez de le dire. Et regardez les Polonais. Il y a aujourd'hui un long article dans The Guardian sur le fait que les Polonais se sont retournés contre les Ukrainiens. Au début de la guerre, les Polonais comptaient parmi les soutiens les plus fermes de l'Ukraine, tant sur le plan politique que militaire. Ils leur ont fourni beaucoup d'équipements. Les Polonais ont fait un virage à 180 degrés.
Les gens devraient simplement lire cet article dans The Guardian. Et vous devriez réfléchir à ce que sera l'avenir du soutien européen. Dans des pays comme la France, une fois que Macron aura quitté ses fonctions en 2027, et l'Allemagne, où l'AfD progresse, et où les classes dirigeantes de ces dernières décennies ne semblent pas avoir beaucoup d'avenir. Si vous mettez tous ces éléments bout à bout, je ne vois pas comment on peut raconter une histoire optimiste où l'Ukraine finirait par gagner cette guerre ou même par contrer les Russes de manière significative. Et mon dernier point, c'est que tout ce que l'Occident et les Ukrainiens font pour faire monter les enchères face aux Russes ne fait que donner aux Russes davantage de raisons de prendre plus de territoire et d'exiger un accord plus dur. Vous et moi l'avons dit, bien sûr, jusqu'à l'écœurement, mais pousser l'Ukraine à continuer de servir de bélier et parler, vous savez, de faire sortir la Russie du rang des grandes puissances, ça n'aidera pas les Ukrainiens. Ça va aggraver une mauvaise situation, ou plutôt ça va rendre une situation terrible bien pire. Oui, ce n'est pas seulement une mauvaise situation. Pourtant, en Occident, certains ne semblent toujours pas disposés à reconnaître la réalité dont vous venez de parler. Parce que rien que dans le bref commentaire que vous venez de faire, toute personne rationnelle dirait qu'il faut demander la paix. Il faut mettre fin à tout cela aussi vite que possible. Parce que tout ce qu'on va faire, c'est provoquer davantage de victimes, perdre davantage de vies, perdre davantage de territoire, etc. Alors arrêtons l'hémorragie maintenant, parce que sinon nous serons complètement détruits. Mais c'est pas ce qui se passe. En fait, lors de ce même 35e anniversaire, il n'y avait pas seulement Mike Pence qui faisait des commentaires. Là, c'est l'Atlantic Council qui dit « Hey, vous savez ce qu'il faut vraiment faire? Il faut accroître les dons d'intercepteurs pour combler les lacunes, tout en aidant Kiev à frapper les voies d'approvisionnement, les sites de lancement et les installations de production qui soutiennent la campagne de missiles de la Russie. » Donc ils disent « Écoutez, je sais qu'il manque un peu de défense aérienne. Donnons-leur tout le reste de ce qu'on a, et comme ça, on continuera à frapper les sites de lancement, etc. » Mais j'ai montré ceci récemment, et je pense que le contexte est extrêmement important ici. Regardons de quoi vous parlez. Depuis environ 3 ans, dans ce petit cercle rouge qu'est l'Ukraine, la Russie frappe systématiquement toutes ces mêmes catégories de cibles. Et pourtant, elle n'a toujours pas mis l'Ukraine à genoux. Or, depuis seulement quelques mois, l'Ukraine a commencé à frapper certaines de ces mêmes catégories en Russie. Mais enfin, la Russie est un peu plus grande, donc ses cibles sont plus dispersées. Et l'idée que le petit pays puisse tenir face à une petite fraction des drones et missiles que reçoit le grand pays, mais que le grand pays, lui, s'effondrerait d'une manière ou d'une autre, ça ne paraît tout simplement pas très logique. Vous avez tout à fait raison. D'abord, vous savez, dans les archives historiques, on trouve très peu d'exemples, voire aucun, de campagnes aériennes menées seules qui auraient poussé des pays à se rendre. Pour obtenir la reddition de l'autre camp, il faut le vaincre sur le champ de bataille. Vous l'avez souligné, les Russes pilonnent l'Ukraine depuis très très longtemps. Depuis le début de la guerre, ils lui infligent des attaques aériennes dévastatrices. Et s'il y a bien une chose qui a évolué, c'est que l'intensité et le nombre de ces attaques n'ont fait qu'augmenter avec le temps. Et cela n'a pas poussé l'Ukraine à se rendre. Pourquoi est-ce que quelqu'un penserait qu'une campagne aérienne ukrainienne reposant surtout sur des drones, pas sur des missiles balistiques, pas sur des bombes planantes, surtout sur des drones, et certes sur quelques missiles de croisière, mais principalement sur des drones, va amener les Russes à se rendre ou créer une situation où la population se soulève
et renverse Poutine. Je pense que l'idée de fond, c'est que la population russe est faible, qu'elle n'aime pas cette guerre, qu'elle est mécontente de Poutine, qu'il suffit de bien lui faire comprendre. Elle se révoltera, Poutine partira, et puis bien sûr son remplaçant sera une gentille petite chose. Mais si Poutine a un remplaçant, ce ne sera pas une gentille petite chose. Ce sera quelqu'un qui pensait que Poutine était un gentil chaton et qu'il est temps de vraiment faire monter les enchères. Bien sûr, ce que fait Poutine aujourd'hui, c'est justement faire monter les enchères. Je veux faire une autre remarque là-dessus, Danny. Je soupçonne depuis longtemps, et je ne suis pas sûr à 100% d'avoir raison, mais je pense que j'ai raison, que le conflit entre Syrski et le ministre de la Défense, lorsque Zelensky a limogé le ministre de la Défense, puis a été contraint de limoger Syrski, n'était pas tant un conflit motivé par des différences de personnalité. Cela a peut-être joué. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que le ministre de la Défense, comment s'appelait-il? Fedorov. What was his name? Fedorov was deeply interested in committing. Fedorov tenait beaucoup à consacrer d'importantes ressources, pourtant précieuses, à la campagne de drones. Il pensait que cela mènerait à la victoire. Syrski, lui, estimait que le plus important était de gagner sur le champ de bataille, ou au moins d'y entraver les Russes. Détourner des ressources précieuses du front pour la guerre des drones n'avait donc pas de sens. Mais Fedorov, je pense, soutenu par beaucoup de gens en Occident, aimait beaucoup cette idée de produire toutes sortes de vidéos montrant ces drones. Vous savez, faire exploser telle ou telle cible à l'intérieur de la Russie. Finalement, le conflit a éclaté au grand jour. Syrski a eu gain de cause auprès de Zelensky et il a limogé Fedorov. Et je pense que c'est parce qu'au final, la campagne de drones n'a pas fonctionné. Syrski estimait qu'ils étaient plus en difficulté que jamais sur la ligne de front. Et bien sûr, Zelensky a alors été contraint de limoger Syrski. Je ne peux pas dire non plus que je sois sûr à 100% de ce jugement, mais je pense en réalité que Syrski était un général tout à fait compétent, voire très compétent. Je pense que, compte tenu des cartes qu'il avait en main, ce n'était pas un jeu favorable. Il a fait du très bon travail pour entraver les offensives russes. Il ne les a pas arrêtées, il les a simplement ralenties, et les Russes n'ont en aucun cas réalisé de grands progrès. Je pense qu'une grande partie de cela tient au fait que Syrski était un général très compétent. Mais enfin, il est parti maintenant. Et ils ont consacré toutes ces précieuses ressources à cette campagne aérienne. Si j'avais été aux commandes en Ukraine, j'aurais accordé très peu d'importance à la campagne de drones, à longue portée. Je me serais concentré sur la fabrication de drones à utiliser sur la ligne de front et j'aurais tout fait pour renforcer les forces qui s'y trouvent. Le but aurait été de ralentir l'offensive russe et de convaincre ainsi les Russes de venir à la table des négociations. Je ne dis pas que cela aurait marché. Je pense simplement que les chances de succès auraient été plus grandes de cette manière. Qu'en pensez-vous? Oui, vous savez, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Parce que dans quel sens voulez-vous mourir moins vite? Parce que c'est un peu là où on en est. Donc c'est en quelque sorte l'argument que vous avez avancé. Quoi qu'on fasse, c'est impossible à gagner. On peut le faire plus lentement, ou alors, je ne sais pas plus lentement. Mais il y a un autre problème qui vient s'ajouter. J'ai évoqué la situation du 75e anniversaire, où Anthony Blinken a déclaré qu'il soutenait l'Ukraine à 100% et qu'il allait remercier l'Ukraine. Il est allé, vous savez, très loin dans les explications pour dire à quel point nous vous apprécions. Vous êtes en première ligne. Donc cela ne fait que renforcer Zelensky. Et oui, vous tous, continuez à vous battre. Et le vice-président Pence, enfin, l'ancien vice-président Pence, était également là. Lui aussi a fait beaucoup de déclarations très positives et optimistes.
Ils viennent de commémorer les 35 ans de la chute de l'Union soviétique. Depuis, ils ont soutenu et défendu leur liberté chaque jour. Ils ne renonceront jamais à leur liberté. Mais le véritable défi, aujourd'hui, ce sont ces missiles balistiques que la Russie commence à tirer. Je pense que c'est la preuve de leur désespoir. Le président Zelensky et l'armée ukrainienne ont récemment changé la nature de la guerre grâce à leur technologie de drone, en portant des attaques jusqu'à Moscou, en coulant des navires en mer Noire. Mais face à ces missiles balistiques russes à trajectoire très haute, ils vont avoir besoin d'intercepteurs, qu'il s'agisse de Patriotes, de THAAD ou d'autres sources pour passer l'hiver. Le moment est venu pour l'Amérique et nos alliés dans le monde libre de s'assurer qu'ils les ont. Pourquoi est-ce à nous de veiller à ce qu'ils en aient, alors que nous n'en avons déjà plus assez, même pour en donner à l'Ukraine? Nous n'en avons même pas assez pour notre guerre avec l'Iran si elle devait redevenir intense. Je veux dire, que pensez-vous de ce genre de déclaration de la part d'Anthony Blinken, comme de Pence, et aussi de l'Atlantic Council, qui dit « Oui, accélérons les dons d'intercepteurs pour combler les lacunes ». Où tout cela nous mène-t-il? Et quel est notre intérêt si nous vidons nos stocks de ces missiles importants? Même s'ils ne sont pas si efficaces, ils ont quand même une certaine capacité. Pourquoi voudrions-nous faire ça? Eh bien, nous ne voulons pas le faire et nous n'allons pas le faire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous vous souvenez quand nous parlions de la guerre avec l'Iran, nous avons parlé de l'équilibre et de la coercition militaire. Les États-Unis ne veulent clairement pas repasser à l'offensive sur le plan militaire parce que nous n'avons pas les armes nécessaires. Nous avons épuisé tellement de nos précieuses munitions. Et cela inclut les Patriot, les missiles PAC-3. Donc je veux dire, nous allons prendre les précieuses munitions qu'il nous reste, qu'il s'agisse des PAC-3 ou des Patriot. Enfin, les Patriot et les PAC-3, oui, les PAC-3, et les donner aux Ukrainiens. L'Ukraine, ce n'est tout simplement pas possible. Je ne sais pas de quoi Pence parle quand il dit que les Russes commencent à lancer des missiles balistiques sur l'Ukraine. Qu'ils commencent? Il est sérieux? Ce n'est pas le début. Et nous n'avons pas de PAC-3 à leur donner. Et en plus, même si nous leur donnions des PAC-3, comme nous en avons déjà parlé dans cette émission, ces systèmes ne sont pas très efficaces. L'idée qu'il s'agirait d'une sorte d'arme magique capable de mettre fin à la campagne russe de missiles balistiques, de missiles de croisière et de drones n'est pas un argument sérieux. Donc, je suis d'accord avec vous et avec le point que vous avez soulevé plus tôt, Danny. Quoi que fassent les Ukrainiens, ils sont condamnés. Alors, mais voilà ce qui me laisse perplexe. Si vous avez raison, et que nous n'allons pas leur fournir cet afflux de missiles patriotes, de systèmes THAAD et de tout le reste, parce que nous ne les avons pas, et que ce que nous avons, nous n'allons certainement pas le leur donner. Si nous n'allons pas faire ça, alors pourquoi Pence dit-il cela? Pourquoi Burnham le dit-il? Pourquoi l'Atlantic Council le dit-il? Eh bien, ils savent que nous n'allons pas le faire. Et vous savez aussi que, comme je l'ai mis, je crois, dans ce premier titre un peu plus tôt, la défense aérienne. En gros, les villes sont totalement sans défense. En même temps, même si Pence a dit que c'était un signe de désespoir, les Russes augmentent et accélèrent leur production de ces missiles. Non seulement ils ne sont pas en train d'en manquer, mais ils en produisent désormais encore davantage. Donc, l'équilibre continue simplement de pencher contre l'Ukraine. Pourquoi continuons-nous à parler comme ça alors que cela ne peut pas marcher et que ça ne va rien faire, sauf de la manière dont vous avez dit que cela le ferait? En fin de compte, Danny, le débat aux États-Unis sur les questions de sécurité nationale, et cela inclut bien sûr la guerre contre l'Iran et la guerre en Ukraine, est en grande partie déconnecté de la réalité.
Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je veux dire, l'un des sujets récurrents dont toi et moi discutons dans cette émission, c'est cette question. Comment nos élites, qu'il s'agisse des élites dirigeantes, des gens dans les médias ou des analystes de politique publique, peuvent-elles dire des choses qui n'ont que peu de rapport avec la réalité, qui ne correspondent ni aux faits ni à la logique? Comment est-ce possible? C'est une question que tu me poses constamment, et il est difficile d'y répondre, parce qu'on se demande simplement à quoi pensent ces gens. Ce qu'ils disent ne colle pas à la réalité. Je veux dire, de quoi Pence parle-t-il quand il dit qu'il faudrait donner davantage de missiles PAC-3 aux Ukrainiens? Il sait que nous n'en avons pas à donner, mais il le dit quand même. Oui, et c'est juste que je continue de poser la question parce que j'espère toujours me dire, bon, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas envisagé. Peut-être qu'il y a un raisonnement rationnel qui se dessine de façon détournée dans tout ça. Mais il n'y en a toujours pas. Alors, j'ai du mal à comprendre comment ces gens, soi-disant intelligents, peuvent continuer à dire des choses aussi peu intelligentes. Mais voilà où nous en sommes. Laissez-moi vous montrer qui, lui, ne parle pas de cette façon. C'est le camp russe. D'abord, regardez. Ils ont mené quelques actions offensives supplémentaires autour de la zone de Soumy. C'est dans le nord de l'Ukraine. Ils ont donc étendu leurs opérations offensives dans cette région. Ils cherchent maintenant à couper certaines lignes d'approvisionnement, et ces nouvelles flèches rouges indiquent le nouvel axe d'attaque que la Russie mène là-haut. Pendant ce temps, les Ukrainiens ont tenté quelques contre-attaques dans la zone de Liman. Mais, comme toutes les autres contre-attaques, elles se sont essoufflées. Donc, quoi qu'ils puissent réussir à obtenir pendant un court moment, ils perdent davantage d'hommes dans la tentative. Mais les Russes l'arrêtent immédiatement, puis ils reviennent pour reprendre le terrain. Il y a aussi des mouvements supplémentaires à Zaporizhia, dans le sud, où ils continuent également à avancer de manière offensive. Et tout le long de la ligne de contact, même s'il n'y a pas eu beaucoup de gains territoriaux, les missiles, les drones et l'artillerie continuent de décimer les effectifs des troupes ukrainiennes. J'ai vu hier une analyse vidéo détaillée montrant que 97% de toutes les pertes dans cette guerre, des deux côtés de la ligne, ne se situent pas au point de contact, mais loin de celui-ci, dans la zone grise. La Russie n'a donc même pas besoin de prendre beaucoup de territoire et peut malgré tout infliger ces pertes énormes grâce à sa supériorité de feu. Tout cela est lié et les Russes n'ont pas peur de dire ouvertement ce qu'ils vont faire. Voici l'ambassadeur russe, Nebenzia, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je crois que c'était hier ou peut-être avant-hier, et il a exposé très clairement et ouvertement quels étaient leurs objectifs. Nous continuons à affaiblir méthodiquement le potentiel militaire du régime de Kiev. Du 15 au 21 août, ils ont mené une frappe massive et 9 frappes de groupe, avec des armes de haute précision et des drones d'attaque contre des infrastructures militaires. Sur la même période, 14 navires utilisés dans l'intérêt de l'armée ukrainienne ont été touchés, dont 2 pétroliers, 10 cargos vraquiers et 2 patrouilleurs. Ne vous y trompez pas et n'induisez pas les autres en erreur. Des armes occidentales sont acheminées vers les ports ukrainiens à bord de navires prétendument civils, sous couvert de cargaisons commerciales. Ce sont les installations portuaires utilisées pour recevoir et stocker les cargaisons militaires et le carburant qui ont été mises hors service. Voilà la réalité que Kiev préfère ignorer. L'armée russe progresse sur le terrain, tout en privant simultanément l'armée ukrainienne des moyens de s'approvisionner, de produire des armes et de poursuivre les hostilités. Je veux dire, est-ce qu'il débite juste des absurdités ou est-ce qu'il raconte tout un tas de choses qui ne sont pas vraies? Ou est-ce que c'est une certaine version de la réalité?
Non, je pense que ce qu'il a dit est globalement juste, et cela rejoint le point que je soulevais plus tôt dans l'émission, à propos des attaques de la Russie contre les ports ukrainiens de la mer Noire. Comme je l'ai indiqué, cela a rendu très difficile l'acheminement vers les marchés mondiaux des produits agricoles et industriels fabriqués en Ukraine. En effet, plus de 90% des produits agricoles ukrainiens sont exportés par la mer Noire, et entre 70 pour 75% de l'ensemble de leurs produits industriels et agricoles passent par les ports de la mer Noire. On ne peut pas sous-estimer l'importance des ports de la mer Noire pour l'économie ukrainienne. Et encore une fois, l'économie ukrainienne soutient en grande partie l'effort de guerre. En plus de cela, et c'est ce dont parlait l'ambassadeur, les armes arrivent en Ukraine par la mer Noire. On peut acheminer énormément d'armements par cargo. Or, ces cargos qui transportent des armes ne peuvent plus utiliser les ports de la mer Noire. Là encore, les Russes ont fait de l'Ukraine un pays enclavé. Et cela a d'immenses conséquences économiques et militaires. Et puis, en plus de cela, comme je l'ai dit auparavant, les Russes détruisent le réseau de transport, le réseau énergétique et ainsi de suite à l'intérieur de l'Ukraine. Ils ont délibérément ciblé, par exemple, des stations-service dans l'est du pays, ce qui rend très difficile la circulation des voitures et des camions sur les routes d'un point A à un point B. Le fait est que, si l'on regarde l'équilibre des forces aériennes, les Russes disposent d'un avantage écrasant en matière de missiles balistiques, de missiles de croisière, de bombes planantes et, je crois, même de drones. Pour les drones, ils n'ont pas un avantage écrasant, mais ils ont un avantage. Dans les autres domaines, missiles balistiques, missiles de croisière, missiles et bien sûr bombes planantes, ils ont un avantage écrasant. Et ils ont utilisé ces armes sans retenue, surtout depuis juillet de cette année. C'est à ce moment-là qu'ils se sont attaqués au site d'Odessa, au port d'Odessa et aux autres ports situés le long de la mer Noire. Donc, juste pour conclure cette partie, combien de temps peut-on continuer avec cette fiction? Combien de temps peut-on continuer à dire ces absurdités, comme je viens de vous le montrer? Et si je vous avais montré celui d'Andy Burnham, enfin vous auriez cru que lui et Zelensky étaient en tête de toutes ces catégories, alors qu'ils sont en bas du classement. Mais combien de temps cette fiction peut-elle durer avant que la réalité finisse par s'imposer? Eh bien, il faut se rappeler que nous en sommes maintenant à la 5e année de la guerre en Ukraine. Et du point de vue ukrainien, on pouvait raconter une histoire heureuse, probablement pendant les 2 premières années de la guerre. Mais je dirais que depuis les 2 dernières années et demie, il était clair que les Ukrainiens étaient condamnés. Pourtant, depuis 2 ans et demi, nous continuons à raconter ces histoires selon lesquelles l'Ukraine bloque les Russes, ou les défait carrément. Et je pense que rien ne nous empêche de continuer à raconter ces histoires jusqu'au jour où l'Ukraine perdra clairement sur le champ de bataille. Comme je le dis depuis longtemps, et je sais que vous êtes d'accord avec cela, cette guerre se réglera sur le champ de bataille. Et il viendra un moment où il sera clair que l'Ukraine a perdu. On aura un armistice, puis un conflit gelé. Et à ce moment-là, il sera impossible de continuer à raconter ces histoires à dormir debout. Mais je pense que, tant que ce moment ne sera pas arrivé, les gens continueront à avancer ces arguments sur le fait que l'Ukraine se porte si bien. Au fait, Daniel, si vous comparez la guerre en Ukraine à la guerre en Iran, je pense que, s'agissant de l'Iran lui-même, la plupart des analystes, la plupart des décideurs politiques comprennent que nous avons perdu en Iran. Le débat sur l'Iran à l'heure actuelle est, je pense, bien plus rationnel et logique que le débat sur l'Ukraine.
We continue to argue and the Europeans continue. Nous continuons d'affirmer, et les Européens continuent d'affirmer, ou peut-être les élites occidentales plus généralement, que l'Ukraine peut tenir et que les Russes ne se débrouillent pas très bien. Et que si nous faisons simplement ceci, cela et autre chose, vous savez, si on leur fournit des PAC 3 ou je ne sais quoi, tout cela va bien mieux se passer que la plupart des gens ne l'imaginent. En tout cas, bien mieux que ne le pensent des pessimistes comme vous et moi. On entend encore beaucoup ce discours à propos de l'Ukraine. Mais concernant l'Iran, je pense que les gens comprennent que nous sommes dans une situation très difficile et que l'autre camp, les Iraniens, a l'avantage. Je veux dire, je pense que la plupart des gens reconnaissent qu'il ne nous reste aucune option militaire. C'est terminé, et qu'on en est désormais à cette campagne d'étranglement. Et comme je l'ai dit auparavant, je pense que si vous regardez les médias, très peu de gens dans les médias, presque personne dans l'espace public, défendent l'idée que cela va marcher. Et cela inclut beaucoup d'experts, beaucoup de gens qui en savent plus que vous et moi sur les blocus, notamment sur leurs effets sur l'économie d'un État. Donc je pense qu'il y a tout simplement beaucoup plus de réalisme avec un petit R vis-à-vis de l'Iran que de l'Ukraine. Vous savez, c'est assez ironique que Besson ait déclaré dans ses commentaires que tout cela visait à asphyxier le régime iranien. Et avec le temps, il se pourrait bien que nous nous asphyxions nous-mêmes financièrement en essayant d'imposer ces mesures. Mais comme pour toutes ces choses-là, j'imagine que nous allons continuer à observer et voir où cela nous mène. Mais, comme toujours, nous vous sommes très reconnaissants d'insuffler au moins un peu de réalité dans cette fiction, parce qu'il nous en faut beaucoup plus. Le réalisme offensif, pour en parler avec un grand R dans ce cas-ci. Voici la chaîne YouTube de John, où il publie des interventions toutes les semaines environ. Il a aussi un Substack. Vous pouvez voir ces deux éléments. Suivez John. Le réalisme offensif, j'adore ça. Merci beaucoup, John. Nous aurons plaisir à vous revoir la prochaine fois. Tout le plaisir est pour moi, Danny, et je m'en réjouis aussi. Et vous nous retrouverez cet après-midi à 14h. Matt Ho sera de nouveau avec nous aujourd'hui, et il nous fera part de ses observations sur certains des grands sujets que nous voyons. La guerre avec l'Iran, les États-Unis évincés des négociations. Que se passe-t-il? Revenez voir Matthew Ho à ce moment-là. On se retrouve alors dans le Daniel Davis Deep Dive. Matthew Ho then. We'll see you then on the Daniel Davis Deep Dive.